Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre atelier Décarbonisation et transition énergétique en Europe, opportunités et meilleures pratiques. Mon nom est Maïka Althaus, je suis la directrice exécutive de l'Alliance Canada Cleantech. Et cet atelier est le produit d'une collaboration entre l'Alliance Canada Cleantech, Ecotech Québec, Exportation et Développement Canada, ainsi que le service des délégués commerciaux d'Affaires mondiales Canada. Je trouve que le sujet est un thème de très grande actualité, comme la transition énergétique, comme vous le savez sans doute, semble de s'accélérer présentement et j'ai très hâte d'en entendre plus. Et donc, on va commencer avec une présentation d'Exportation et Développement Canada et du service des délégués commerciaux concernant le marché européen, les opportunités, les tendances actuelles. On a avec nous Charlotte Moreau du service des délégués commerciaux et Stephen Wilhelm d'Exportation et Développement Canada. Et vous allez pouvoir poser des questions directement après leur présentation si vous le souhaitez. Après ça, on a le plaisir d'accueillir 3 adopteurs européens situés en Europe plutôt, ArcelorMittal, Holcim et Energex. Et les représentants de ces 3 adopteurs vont nous parler de leurs enjeux, de la gestion de l'innovation au sein de leurs entreprises. Et je pense que ça sera pas mal intéressant. L'atelier sera animé par Stephen Wilhelm, directeur stratégie et développement des affaires globaux pour l'Europe chez Exportation et Développement Canada. Mais avant de passer la parole à Steph pour qu'il puisse commencer, j'aimerais la passer à Amélie Bergeron-Vachon, directrice principale partenariat et relations avec le milieu chez Ecotech Québec. À toi, Amélie. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup à EDC, au service des délégués commerciaux, puis à Canada Cleantech pour leur organisation dans ce webinaire. Je remercie aussi mon collègue Mathieu Pagé qui était bien impliqué. Donc, on sait que l'Europe, c'est un partenaire important pour plusieurs d'entre vous et nous, on aime ça vous faire rayonner. On a une carte interactive, si vous êtes curieux, c'est ecotechquebec.com/radar. Il y a déjà une trentaine d'entre vous qui êtes répertoriés comme en activité en Europe et puis je sais qu'il y en a encore plus. Je voulais vous dire qu'on est en train de travailler sur comme une version sur stéroïde de cette carte-là. Ça va être un véritable outil interactif avec de l'accompagnement personnalisé pour accélérer la transition climatique et pour mettre de l'avant aussi des développeurs de technologies propres. Donc, surveillez nos annonces, ça s'en vient, puis on va vous inviter à vous mettre de l'avant sur cette nouvelle plateforme-là. Merci aussi à Guillaume Jumel, Energex, Mathieu Ornier de Holcim Innovation Center, Stéphane Tondeau de ArcelorMittal. Nous, chez Ecotech Québec, un des objectifs sur lesquels on travaille fort, c'est de permettre à des développeurs de technologies propres d'entendre des utilisateurs potentiels, puis éventuellement de permettre des maillages. Donc, vous en avez un petit avant-goût ici. J'aimerais quand même vous parler d'une autre activité aussi qui n'est pas liée à l'international, mais on s'entend que des clients, des fois, c'est encore plus difficile d'en avoir chez nous qu'ailleurs. Donc, le 28 mars prochain, je vous invite, on aura plusieurs défis de clients potentiels qui vont être présentés par rapport à l'énergie, aux matières résiduelles, à l'air, à l'eau. Vous allez trouver les détails sur notre site web à la section activités. L'initiative s'appelle Les Grands Rendez-vous. Donc, je termine aussi en vous invitant à vous abonner à notre infolette si vous ne l'êtes pas déjà pour recevoir nos invitations, puis peut-être même vous donner un avant-goût de devenir membre si vous ne l'êtes pas. Je vois dans le chat qu'il y a des gens que je ne connais pas. Alors, bonjour, enchantée, puis j'espère pouvoir échanger avec vous à d'autres moments. Donc, bon webinaire. Alors, bonjour, bon après-midi tout le monde. Mon nom est Stéphane Wilhelm et je vais être votre modérateur pour aujourd'hui. Comme Michael a dit, je suis avec EDC, je suis le directeur de stratégie pour l'Europe. Je suis basé à Londres depuis 2015, alors j'ai vécu déjà beaucoup de changements depuis ce temps-là et je suis déjà avec EDC au-delà de 25 ans. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, EDC, c'est l'agence de crédit à l'exportation du Canada. Alors, tout simplement, nos solutions financières et de gestion de risque
aide les compagnies canadiennes à poursuivre et développer leur commerce international. Nous sommes basés à Ottawa. Nous avons bien sûr des bureaux à travers du Canada pour servir nos clients canadiens. Et ici aussi, nous avons 20 bureaux à l'étranger, dont 2 en Europe, ici à Londres, et aussi un bureau à Düsseldorf en Allemagne. Aujourd'hui, j'ai l'honneur aussi d'avoir Charlotte du service de délégués de commerciaux qui se joint à moi pour dire quelques mots d'ouverture. Alors, je passe la parole à Charlotte de faire une petite introduction d'elle-même et ainsi des services de Global Affairs. Merci Stéphane. Bonjour tout le monde, bienvenue, enchantée d'être présente aujourd'hui. Donc effectivement, moi je suis basée à Bruxelles au sein du service des délégués commerciaux et délégués commerciaux pour le service des technologies propres. Et donc le service des délégués commerciaux, tout comme moi, il y a d'autres collègues qui sont basés un peu partout dans le monde, que ce soit en Europe, mais aussi sur tous les continents. Et on aide les entreprises canadiennes dans tous les secteurs à naviguer les marchés internationaux. Donc, dans mon cas, à comprendre le marché belge, à naviguer les potentielles opportunités de financement, mais aussi de connexion avec des potentiels utilisateurs de vos technologies propres, que ce soit en Belgique ou dans d'autres marchés européens. Donc, on est à votre écoute et vraiment à votre disposition. Si vous avez des ambitions dans certains marchés internationaux, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, que ce soit via moi pour le marché belge et luxembourgeois, mais aussi sur notre site internet, vous trouverez tous les contacts des délégués commerciaux qui sont basés un petit peu partout dans le monde en dehors du Canada. Parfait. Merci beaucoup, Charlotte, pour cette introduction. Alors, pour ceux ou celles qui se sont joints à nous déjà hier à notre atelier virtuel en anglais, nous sommes très chanceux aujourd'hui d'avoir 3 nouvelles compagnies qui se joignent à nous, des compagnies très intéressantes que Maïka a déjà mentionnées, mais brièvement, nous avons une compagnie dans le ciment, nous avons une compagnie dans la production de l'acier et nous avons une compagnie dans la production d'électricité renouvelable. Alors, tous 3 qui ont, je crois, des points très intéressants à partager, surtout en ce qui a trait qu'est-ce qui se passe en Europe. Mais avant de passer et d'introduire nos invités et de passer la parole à eux, Charlotte et moi vont faire de notre mieux de vous donner un bref compte-rendu de qu'est-ce qu'on voit en Europe en ce qui a trait la transition énergétique. Alors, je partage maintenant ma présentation que j'espère que tout le monde peut voir. Voilà. Alors, nous avons vu 3 grands développements en Europe qui ont eu des effets très importants en Europe. Alors, en premier temps, bien sûr, c'est le Brexit. Que ce soit le vote en 2016 et par la suite la mise en œuvre en 2021, on voit déjà des répercussions assez importantes en ce qui a trait le commerce et l'investissement dans l'Europe et entre les différents pays en Europe. Alors déjà on pourra en parler à longtemps, mais je passe tout de suite à la COVID parce que la COVID également a forcé beaucoup de compagnies européennes à faire des révisions à leur chaîne d'approvisionnement et à regarder comment fonctionnent leurs opérations. Mais c'est vraiment le 3e point, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui plus récemment a eu le plus grands effets sur la transition énergétique en Europe. Et effectivement, qu'est-ce que nous avons désormais? C'est en Europe un alignement entre les politiques en matière de climat et ceux de sécurité énergétique. Alors, il faut aussi se souvenir que l'Europe avait déjà des ambitions très agressives à devenir le premier continent au monde à être climatiquement neutre. Alors, beaucoup d'investissements qui étaient déjà annoncés.
Et maintenant, avec la guerre, on voit une accélération très remarquée en ce qui concerne la transition énergétique en Europe. Il y a vraiment 3 domaines où on voit une concentration d'investissement et d'attention. En premier temps, tout ce qui a trait à l'efficacité énergétique. Alors, bien sûr, il coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus vite de réduire la demande d'énergie que d'investir et d'avoir de nouvelles sources d'énergie. Alors, on voit déjà depuis l'année passée une accélération dans ce domaine et toute technologie qui peuvent rendre l'efficacité dans le domaine d'énergie. En deuxième temps aussi, on voit une diversification des sources d'approvisionnement en énergie, alors que ce soit l'accélération du secteur hydrogène, que ce soit le nouvel intérêt dans le côté nucléaire, aussi le gaz naturel liquéfié. Alors, beaucoup de changements et beaucoup de grands investissements qui se font dans ces domaines. Et finalement, on voit aussi, bien sûr, l'accélération dans les investissements des énergies propres, que ce soit le solaire, le vent, biofuels. Alors, c'est aussi là qu'on voit beaucoup d'investissements et aussi l'accélération de projets qui peuvent aller de l'avant. Qu'est-ce que je voulais aussi souligner? Voilà. C'est le changement de la mentalité en Europe. C'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien comprendu, je crois, en Amérique du Nord. C'est que l'effet que les prix d'énergie ont eu en Europe. Il est vrai que le prix de l'énergie a descendu depuis l'automne passé en Europe, mais la mentalité a quand même changé pour de bon. Alors ici, on voit un sondage qui a été fait avec 200 fabricants en Angleterre, au Royaume-Uni. Et quand on voit qu'au-delà de 10 des répondants considèrent de fermer leurs entreprises et que au-delà de 50 des répondants disent qu'ils doivent faire des changements à leurs opérations, je pense que ceci parle très fort des changements qui se passent en Europe et que c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises doivent faire plus vite qu'ils peut-être le pensaient au-delà d'un an. Il y a aussi eu un sondage pareil en Allemagne. Alors, je vais passer la parole à Charlotte de nous parler de ce sondage-là. Merci Stéphane. Donc oui, effectivement, on peut avoir une analyse similaire avec ce graphique-ci qui sort en fait d'une étude qui a été conduite en Allemagne au début de l'année et qui montre la réaction effectivement aussi de l'industrie par rapport à cette augmentation des coûts de l'énergie et de l'électricité en Europe. D'abord, ce qu'on peut dire, je crois que c'est que les pires attentes n'ont pas été atteintes, donc c'était une bonne chose, mais il n'empêche que les prix ont quand même significativement augmenté et que ça a eu un impact sur la façon dont l'industrie opère aujourd'hui ou envisage l'avenir dans les prochaines années. Et donc, on peut voir notamment ici que mais l'industrie, dans les premières lignes, donc on voit que 70 et 77% des industriels répondent positivement. Mais donc leur réaction sera d'abord d'épargner l'énergie en coupant voilà, les dépenses énergétiques, mais aussi ensuite en investissant dans tout ce qui est efficacité énergétique. Et donc ça, effectivement, ça représente aussi une opportunité pour les entreprises canadiennes qui sont actifs dans le secteur de l'efficacité énergétique et proposent des solutions pour cela. On voit aussi que l'industrie allemande, mais ça peut se refléter au niveau européen également, regarde, et donc là c'est pour 18%, c'est la quatrième ligne, regarde aussi à
avoir un mix d'énergie plus équilibré et donc à investir dans de nouvelles sortes d'énergie comme les énergies renouvelables, donc notamment l'éolien et le solaire. Et un peu plus bas, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on voit que 7% de l'industrie regarde à potentiellement relocaliser leur production en dehors de l'Europe à cause justement de ces prix élevés de l'énergie et de l'électricité. Donc c'est quand même assez significatif de voir à quel point le prix de l'énergie et de l'électricité peut avoir un tel impact sur les activités des industriels européens. Et dans cette étude, notamment, une autre question demandait aux répondants quelle était pour eux la région la plus promettante dans le monde pour éventuellement une relocalisation. Et c'est l'Amérique du Nord qui est arrivée en haut des tops. Des top régions globalement. Dans le passé, ça a eu l'habitude d'être par exemple la Chine ou l'Amérique du Sud, mais aujourd'hui, voilà, c'était l'Amérique du Nord, et donc incluant bien sûr mais pas seulement les USA, mais aussi le Canada. Donc, et ce qui se reflète également dans les investissements européens qu'on peut observer vers le Canada ces derniers mois. Un autre aspect que je voulais mentionner et qui était effectivement déjà un peu présent avant la guerre en Ukraine, mais qui l'est encore plus renforcé, c'est le besoin et l'envie en tout cas des pays européens de travailler avec des États qui sont similaires et like-minded. Ça a été également renforcé depuis la guerre en Ukraine et le Canada fait partie de ces pays qui sont like-minded avec l'Europe. Ça se traduit notamment par plusieurs partenariats ou accords qui existent entre le Canada et l'Europe. Je pense notamment au CETA, au traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, mais aussi au partenariat stratégique qui a été créé pour discuter des minéraux stratégiques entre l'utilisation de ces minéraux entre le Canada et l'Europe. Et on discute également notamment à avoir le Canada comme État membre qui fait partie entière, comme tout État membre européen, dans le programme Horizon, donc Horizon Europe, qui est un programme de financement de projets de recherche et développement, donc d'innovation. Et donc ça permettra aussi aux entreprises en technologie propre canadiennes de participer vraiment comme une entreprise européenne, en fait, dans ces projets d'innovation qui permettent de collaborer entre États membres en Europe sur des sujets d'innovation et notamment sur l'énergie. Donc, assez intéressant pour une entreprise canadienne. Et puis le dernier point, bien sûr, aussi qui vient se rajouter, c'est l'Inflation Reduction Act aux USA, qui a un impact, bien sûr, aussi sur l'Europe. Et comme on parlait de la relocalisation des entreprises européennes, mais bien sûr, ça attire aussi les entreprises européennes à aller vers le marché américain. La réaction de l'Europe là-dessus est de concentrer vraiment sur cinq sous-secteurs de la transition énergétique et de renforcer ces 5 sous-secteurs en Europe et leur chaîne de valeur complète en Europe, donc notamment le solaire, l'éolien, les pompes à chaleur, les batteries et les électrolyseurs pour l'hydrogène. Et donc pour ces 5 sous-secteurs, l'ambition est de produire et d'avoir les matériaux à mesure de 40% qui sont complètement produits en Europe d'ici 2030. Et pour l'éolien et les pompes à chaleur, ça va même jusqu'à 85%. Et donc, dans cette slide-ci, vous pouvez voir que c'est une analyse qui a été faite par le service des écoles commerciaux il y a 2 ans, et qui regarde justement aux priorités du Green Deal et de l'Europe, et compare ça avec les forces canadiennes et où est-ce que le Canada peut apporter justement une plus-value par rapport aux besoins sur le marché européen. On voit notamment que dans les éléments clés, bien sûr, il y a l'hydrogène et les énergies renouvelables. L'hydrogène est une discussion très présente, très active en Europe et notamment aussi en Belgique. Où on a notamment eu il y a quelques semaines une discussion bilatérale entre les provinces maritimes du Canada et la Belgique. Donc, les intérêts sont assez grands des 2 côtés. Et je rajouterais peut-être en plus aussi, depuis cette analyse-là, l'importance des chaînes de valeur des véhicules électriques et des minéraux critiques, donc, qui a aussi fortement augmenté en 2 ans depuis les différentes crises que l'on a eues. Il y a eu notamment aussi l'annonce du groupe Volkswagen
Volkswagen au début de la semaine sur leur investissement au Canada, qui est un investissement majeur pour la production de batteries en dehors de l'Europe. Donc voilà, ça c'est un peu les points que j'avais identifiés. Stéphane, je ne sais pas si tu voulais rajouter davantage et si tu voyais d'autres points à discuter. Oui, merci Charlotte. Effectivement, du point de vue de EDC, qu'est-ce qu'on voit de nos clients ou de réquisition de financement? Effectivement, on a vu une accélération côté énergie renouvelable, beaucoup de nouveaux projets à financer. Effectivement, il y a eu l'annonce de Volkswagen. L'année passée, on a aussi l'annonce de Stellantis en Ontario aussi. Grand investissement côté batterie. Alors, côté batterie, côté véhicules électriques, aussi côté minéraux critiques, ça va prendre un petit peu plus longtemps de ce bar-là, mais beaucoup plus d'intérêt et beaucoup d'appels de compagnies européennes pour savoir comment EDC pourrait supporter ces divers investissements. Alors, je crois un temps très excitant pour le Canada, pour les compagnies canadiennes, un rapprochement entre le Canada et l'Europe. Alors, je pense que le Canada est très bien placé pour aider l'Europe dans cette transition et de jouer un rôle peut-être aussi plus accru qu'on le croyait il y a au-delà juste d'un an. Alors, c'est un temps très excitant. Alors, si vous avez des questions, on pourrait répondre à des questions, mais je n'en vois pas couramment dans notre Q&A. Alors, je pense que la plupart du monde aimerait entendre de nos invités. Alors, je vais passer maintenant à nos invités. Et nous avons, comme j'ai dit, 3 compagnies très excitantes, intéressantes qui vont nous parler. Premièrement, Holcim, alors compagnie de ciment basée à Luxembourg et, pardon, en Suisse. Et Mathieu Ornier, qui vient du groupe de R&D, Startup et Technologie, nous joint de Holcim Innovation Center. Alors, Holcim a bien sûr des opérations à travers le monde avec un chiffre d'affaires d'au-delà de 29 milliards et l'énergie, c'est un point très, très, très accru pour cette compagnie-là. Alors, en premier temps, bienvenue Mathieu et un grand merci de nous joindre à nous. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour votre invitation. Je vais partager mon écran. Dites-moi si rien n'apparaît, mais normalement, ça devrait être bon. Parfait. Voilà, donc, comme vous le disiez, donc, voilà, je suis basé de mon côté à Lyon parce que le centre d'innovation est basé à Lyon en France, mais notre groupe est donc suisse et il a de nombreuses activités en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres pays du monde, notamment en Amérique du Sud et en Afrique et en Asie. Donc, on a environ 110 000 personnes à travailler dans le groupe sur différents sujets. Donc, pour vous présenter nos activités et surtout nos besoins en nouvelles solutions, voici un slide global qui résume très bien en fait nos axes de recherche actuels, mais aussi donc les besoins et donc notre intérêt pour des solutions venant d'autres entreprises, et notamment des startups. Donc, vous voyez qu'il y a 4 grandes parties. Et bien sûr, à notre activité historique, qui était la production de ciment. Donc là, comme d'autres acteurs de l'industrie du ciment, on est vraiment dans une phase de transition. Voilà, avec en ligne de mire, sûrement vers 2050, un peu pour tous les partenaires, une neutralité carbone. Et en tout cas, une feuille de route dans les 10 prochaines années qui est claire, c'est d'être dans les clous de la baisse de nos émissions de CO2 pour être dans le plus 1,5 degré de réchauffement climatique maximum. Donc, on a clairement une courbe de baisse de nos émissions qui est prévue dans les 10 prochaines années.
Et pour cela, donc, on s'attaque à plusieurs axes de recherche. Donc, on développe beaucoup de nouvelles formulations de ciment, notamment comprenant de nouvelles additions, des mélanges, des mélanges avec des coproduits de fabrication d'autres industries, hein, notamment voilà, des slags qui sont produits par Arcelor, mais pas que ça. Hein, on s'adresse maintenant de plus en plus à énormément de nouveaux produits que l'on peut réutiliser directement soit dans nos fours, soit en coproduits mélangés avec le ciment à la fin de la cuisson du ciment artificiel. Et le but, bien sûr, c'est de diminuer l'empreinte CO2 au maximum. Et donc, vous voyez ici quelques mots-clés liés soit à l'utilisation de matériaux alternatifs, soit à du broyage, pour justement améliorer cette empreinte carbone. On est bien sûr impliqué très fortement dans les recherches et le développement de solutions dans ce qu'on a la capture du CO2 et sa réutilisation, notamment via la minéralisation de byproducts, hein, de coproduits d'autres industries. Le but, toujours, c'est d'avoir, bien sûr, une réduction très forte de l'empreinte CO2 en maximisant la possibilité d'utiliser des déchets d'autres industries. On a, par exemple, un projet européen sur l'utilisation des laitiers de l'industrie de l'aluminium, par exemple, qui était peu utilisé jusqu'à maintenant dans le monde du ciment. Et c'est une chose qu'on espère développer fortement dans les années à venir pour, bien sûr, diminuer nos besoins de cuisson et de fabrication de ciment artificiel à base de calcaire naturel. Un autre point, c'est la production de granulats. Donc là, clairement, ce sont des mots-clés que vous connaissez sûrement qui sont liés à l'économie circulaire et à ce qu'on appelle l'urban mining. Hein. Donc, c'est d'aller chercher les déchets là où ils sont et de les retransformer pour en faire soit des nouveaux composants avec lesquels on va faire de nouveaux liants, soit tout simplement les réutiliser comme granulats dans nos bétons. Et pour cela, nos besoins sont de deux domaines. Ils sont dans le domaine de la fabrication de ces matériaux, de la réutilisation, du recyclage de ces matériaux. Ils sont aussi digitaux parce que voilà, les plateformes digitales qui vont nous permettre d'avoir accès à ces sources de matériaux à réutiliser et à recycler vont devenir très, très intéressantes et importantes dans les années à venir. Donc, voilà, il n'y a pas que la partie matériaux et l'aspect ici digital et sourcing de ces matériaux. Dans la partie béton, donc c'est un peu le pendant de la partie du ciment. Hein, on a aussi une gamme de béton à très basse empreinte carbone qui est liée soit à l'utilisation de ciment à très basse empreinte carbone, soit à la réutilisation de béton recyclé. Et dans cette partie-là, donc, on arrive à des produits qui sont quelquefois un peu plus complexes à utiliser, il faut être franc, qui sont un peu moins robustes. Et donc là, on a besoin de beaucoup de technologies et de l'apport digital, des sensors, pour savoir au mieux contrôler la production et l'utilisation de nos bétons. Donc là aussi, c'est une partie matériaux, mais aussi une partie digitale qui est intéressante pour pouvoir produire au maximum et de plus en plus donc, de ces bétons à très basse empreinte CO2. Et enfin, une dernière partie de nos activités qui se développe très fortement depuis quelques années, depuis 3 à 4 ans, c'est la partie liée à l'isolation du bâtiment et à la rénovation du bâtiment. Voilà, c'est un des grands marchés, notamment en Europe, la rénovation du bâtiment pour atteindre nos ambitions de réduction d'empreinte CO2 dans les pays. Il y a énormément de bâtiments construits après-guerre ou jusque dans les années 70 qui sont à rénover. Qui sont très mal isolés thermiquement. Et donc, tous les marchés, tous les business liés voilà, au mortier, à l'isolation des murs, à l'isolation des toits, aux membranes d'étanchéité sont très porteurs actuellement. Et là, on est vraiment ouvert à tester de nouvelles solutions. On a aussi tout ce qui est l'impression 3D, hein, donc comment améliorer la construction des bâtiments existants, diminuer aussi ce qu'on appelle l'embodied carbone, donc le CO2 qui est lié à la fabrication de ces bâtiments en optimisant le design des bâtiments, le design des dalles, le design des murs. Le but ici, dans cette partie ici, c'est vraiment de diminuer notamment la quantité de matière qui est utilisée pour fabriquer un élément donné avec une caractéristique mécanique donnée et une durabilité donnée, bien sûr. Donc voilà un peu ce scope global avec quelques mots-clés importants dans le développement de nos activités. Et pour y parvenir, donc,
moi, plus personnellement, notamment, voilà, plusieurs personnes chez nous sont en charge du scouting de start-up nouvelles technologies. C'est mon cas pour l'Innovation Center qui est basé près de Lyon. Et donc, notre but, c'est de développer des portes d'entrée, entre guillemets, pour les entreprises extérieures, notamment des startups, pour qu'elles viennent travailler chez nous. Actuellement, on est à peu près à 140, 150 collaborations actives. Bien sûr, voilà, il y a du mouvement dans ces collaborations. Chaque année, il y a des nouvelles et qui rentrent. Voilà, avec le Holcim Accélérateur, avec le Holcim Maker, donc qui sont des entités propres au groupe, on a déjà 2 portes d'entrée, soit liées aux matériaux, soit liées au digital, qui permettent de dialoguer avec nous. Et puis aussi, on est lié à différents organismes comme le JCCA, donc le groupement mondial des entreprises du ciment et du béton, aussi l'European Innovation Council, avec qui on collabore beaucoup, et aussi la Fondation Solar Impulse, qui m'a permis d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, tous ces outils d'open innovation nous permettent de dialoguer avec les startups. Et j'aurais 2 petits mots à dire plus particulièrement sur 2 de ces outils. C'est le Holcim Accélérateur, donc j'ai mis le lien ici. Donc, vous pouvez aller voir sur cette page web pour voir quelles étaient les entreprises sélectionnées l'année dernière. Hein. La saison 3 s'est terminée en décembre 2022 et une nouvelle saison, la saison 4, devrait être lancée cette année. Et en parallèle, donc, il faut savoir qu'Innovendi, donc le groupement mondial des cimentiers et des fabricants de béton, viennent juste d'ouvrir un nouveau challenge hier. Donc, vous pouvez aller voir ici sur ce site-là. Et ce challenge est plus particulièrement dédié aux nouveaux composés que l'on peut mettre dans le béton pour diminuer son empreinte carbone. Donc, je vous laisserai aller voir directement sur ce site-là si vous voulez plus de renseignements. Voilà. Et pour terminer, donc, je vais vous présenter 3 exemples types de collaboration que l'on a en cours avec des entreprises qui sont basées au Canada. Donc, une d'entre elles, c'est le Carbon Upcycling Technology, qui est basée dans l'Ouest canadien. Donc, elle a été sélectionnée via notre outil notre plateforme Holcim Accélérateur en 2018. Et voilà, elle s'intéresse, cette startup, à utiliser du CO2 pour améliorer des byproducts d'autres industries, notamment ici des cendres volantes, de centrales thermiques. Et le but, c'est de réincorporer du CO2 dans ces matériaux-là avant d'être utilisés dans l'industrie du bâtiment, de manière à diminuer l'empreinte globale en termes de CO2. Et par exemple, Lafarge Canada, ou Holcim Canada, a signé un accord avec eux en 2021 pour tester leurs produits dans différents sites pilotes. Carbonova est une autre entreprise basée à Calgary, donc elle a été sélectionnée pendant la saison 2 de l'accélérateur en 2019-2020 et on a toujours des activités de recherche avec elle en cours. On a pu signer, on a été sélectionné sous la forme d'un consortium avec Sika, Mitsubishi et Holcim et cette entreprise pour fabriquer des nanofibres de carbone utilisant à partir du CO2 de cimenterie. Donc là, on est en train de travailler sur la transformation du CO2 rejeté par nos cimenteries en un produit à très haute valeur ajoutée qui est utilisé comme renfort mécanique dans de nombreuses industries comme l'aéronautique ou l'automobile. Et enfin, pour terminer, mon dernier slide, donc c'est aussi une start-up basée à Vancouver, Agora Energy Technology, qui travaille sur des nouveaux types de batteries qui utilisent le CO2 comme un des vecteurs d'électrolyse, on va dire, et qui permettent de stocker l'énergie sous la forme d'acide acétique. Donc, on a une boucle en fait entre l'énergie produite et le CO2 qui vient de qui pourrait venir de nos cimenteries pour fabriquer l'acide acétique et inversement, le but étant de stocker l'énergie sur quelques heures ou quelques jours. Et donc là, c'est ce type de start-up avec qui on travaille toujours pour tester des différents modèles d'utilisation, notamment dans de grands hubs, des plateformes portuaires où de nombreuses industries ont de l'énergie en excès à certains moments de l'année ou de la journée. Donc voilà, donc j'en ai fini avec mes slides. Donc merci beaucoup pour votre écoute et n'hésitez pas à me poser des questions. Merci beaucoup, Mathieu. Très intéressant, surtout du côté où ce que vous vous concentrez. Une question qu'on aurait, ça serait sur les mesures de succès. Est-ce que vous auriez quelques mesures que vous avez vues avec des startups
qui ont vraiment aidé à avoir du succès, surtout que ce soit engagement avec vous en tant que la compagnie ou pour entrer dans le marché européen en général? Un des succès, c'est bien sûr les investissements que l'on peut faire dans les startups. Il faut savoir qu'on investit dans des startups 3 à 4 fois par an. Voilà, donc ce sont des dossiers qui peuvent être amenés soit par les pays dans lesquels on est présent, qui peuvent nous faire remonter des startups intéressantes ou investir, soit soit via les travaux initiés par les outils d'open innovation dont je vous ai parlé précédemment, donc l'Osteam Accelerator, qui permettent en gros de dégrossir le travail, on va dire une due diligence technique avec les startups. Donc oui, en termes de succès, en tout cas en termes de succès pour les startups, c'est qu'on y croit, donc on va investir chez elles, et cela plusieurs fois par an. On est vraiment aussi à l'affût de bonnes startups dans lesquelles investir. Donc là aussi, si vous avez prévu des rentes d'investissement dans les mois à venir, n'hésitez pas à nous contacter parce que tout ne se fera pas en quelques semaines. Donc il faut nous contacter assez en amont parce qu'on a besoin dans notre industrie de plusieurs mois, voire quelquefois un an et demi de tests pour être sûr qu'on est dans le vrai en termes d'intérêt technique ou business. Mais voilà, donc l'investissement est une première réponse. Et puis, voilà, donc, et par ailleurs, donc, en termes d'open innovation, mes succès, entre guillemets, sont très souvent les entreprises avec qui on reste en partenariat plusieurs années après, notamment quand on termine une saison d'un accélérateur, par exemple. On regarde très souvent quels sont les nombres de startups qui restent avec nous 1 an ou 2 ans après, et aussi ce qu'elles peuvent lever comme fonds sur les marchés. Ce sont des critères très financiers, mais au moins qui sont publics et facilement communicables et qui permettent de se rendre compte si nos recherches de startups et notre sélection de startups ont été assez intéressantes. Et en général, vous visez d'avoir combien de compagnies participer dans chaque vague ou chaque session? On va dire une dizaine. Tout dépend après de l'appétit des business units, des pays qui nous sponsorisent. En termes de recherche de start-up, donc moi je suis dans la partie corporate Holcim, donc notre but c'est d'être au courant de tout ce qui se passe, de savoir mapper, cartographier au maximum l'écosystème des startups. Mais après, on a besoin d'un sponsor pays pour développer les activités le plus rapidement possible. C'est comme ça que ça marche le mieux. C'est d'avoir des gens opérationnels qui aiment la startup, qui s'intéressent à la startup et qui fassent en sorte que ça se développe très vite. Donc, très souvent, on en sélectionne une dizaine par an parce que cela convient bien aux activités de nos pays qui peuvent dédier du temps à l'accompagnement de ces startups. En choisir beaucoup plus pourrait poser le problème d'avoir un suivi opérationnel sur le terrain qui soit plus lâche, plus imprécis, on va dire. Et voilà, ce serait un peu dommage, on va dire. Parfait. Merci beaucoup. Je ne vois aucune autre question. Alors, merci beaucoup, Mathieu. Et on va passer maintenant à notre deuxième invité, Stéphane Tondeau de ArcelorMittal, qui est le deuxième plus important producteur d'acier au monde avec leur siège social à Luxembourg, et Stéphane, avec le département des affaires gouvernementaux et climat, nous joint de Luxembourg. Bienvenue Stéphane et merci beaucoup de prendre le temps de se joindre à nous. Oui, bonjour à tous et merci de m'accueillir. Donc, dans la continuité du ciment, je vais vous présenter aussi ce que nous faisons en Europe et comme vous l'avez rappelé, Stéphane, étant parmi les gros émetteurs, nous avons un enjeu important de transformation en Europe. Nous avons aussi des contraintes que vous avez signalées qui sont à la fois réglementaires, puisqu'on a une des taxations au carbone les plus fortes au monde, mais on a aussi une des contraintes énergétiques les plus fortes au monde, puisque étant encore en Europe, ou ayant été pendant longtemps très dépendant de la Russie, nous devons changer de type d'énergie à marche forcée. Donc ces deux éléments impliquent une transformation profonde de la façon dont on va produire de l'acier.
Vous le savez, on est aussi présent au Canada, en particulier notre usine de Hamilton est déjà en pleine transformation. On a une approche globale au niveau du groupe, au niveau du choix des technologies qui seront déployées. Et je dirais qu'aussi bien l'Europe que le Canada sont les deux régions qui sont en pointe sur la transformation de l'acier. Notre objectif global et commun, hein, c'est de réduire nos émissions de moins 35% au niveau groupe dès 2030. Mais encore une fois, toutes les régions ne sont pas au même rythme. Et là encore, le Canada et l'Europe vont être en pointe pour pouvoir déployer tout ça à travers le monde et arriver à une production net zéro en 2050. On travaille évidemment avec des organismes comme SBTi pour s'assurer que le chemin que l'on prend pour décarboner et notre avancement répondent bien aux accords de Paris. Donc, comment va-t-on transformer la production de l'acier ? En réformant déjà toute la façon dont on le produit. L'acier a été produit depuis l'âge du fer par l'homme avec du charbon et du minerai de fer qu'il faisait à la fois fondre et réduire dans des hauts fourneaux. Donc la réduction, c'est le fait d'enlever l'oxygène qui est attaché aux molécules de fer pour en faire du fer pur. Et évidemment, le carbone plus l'oxygène, ça va donner du CO2. Donc c'est notre problème actuel, mais il est intrinsèque au modèle de production. Donc on va devoir transformer complètement cette façon de faire et transformer tous nos outils. Les hauts fourneaux seront donc remplacés par des fours à réduction directe ou DRI, comme vous le voyez sur l'écran dans la partie du milieu. Ces DRI auront donc l'objectif de réduire le minerai de fer en utilisant cette fois de l'hydrogène, qui ne produira donc plus de CO2 avec le carbone, mais de l'eau. Et puis on a une deuxième opération qui suit, qui est la fusion de ce minerai de fer qui vient d'être réalisé pour lui donner la forme que l'on souhaite. Et là, ça va se faire avec l'ajout de scrap. Donc, on va avoir un taux de recyclage de nos produits qui va être plus important ou un taux d'injection de matière recyclée plus important, jusqu'à 50% en moyenne sur notre mix, mais aussi une forte consommation électrique puisque c'est de l'électricité qui va faire servir à mettre cet acier en fusion. Et puis, on a un certain nombre d'émissions résiduelles, vous allez le voir tout de suite, que l'on va capturer et que l'on va ensuite transformer avec des processus typiquement de carbon capture and usage via des bactéries et de l'hydrogène en éthanol, méthanol ou d'autres composés chimiques. Donc voilà pour le principe global de transformation. Ce que cela implique est très important pour nous, puisqu'on va avoir un changement complet de notre modèle énergétique. Auparavant, en utilisant du charbon, on était autoproducteur d'énergie, c'est-à-dire qu'on ne consommait pas du tout sur le réseau. Demain, en utilisant de l'hydrogène et de l'électricité, on va devoir importer beaucoup d'électricité dans nos usines pour mettre l'acier en fusion, comme je viens de vous l'expliquer, mais aussi pour produire tout l'hydrogène qui sera nécessaire. Et on parle de quantités qui sont gigantesques, puisque sur un site assez classique qui fait 4 millions de tonnes. Hein. Nos sites font entre 4 et 8 millions de tonnes, donc vous pouvez aussi doubler par 2 les besoins que je vous montre à l'écran. On va atteindre des quantités de l'ordre de 12 TWh pour produire cet acier. Encore une fois, des quantités énergétiques que nous n'utilisons pas actuellement. Donc notre principal challenge, je dirais, est sur la consommation énergétique. Donc, où est-ce que des sociétés dans le domaine de la clean tech peuvent nous aider ? Là, vous retrouvez le même diagramme de production présenté simplement un peu différemment, où on voit dans le petit cadre notre propre production. Donc, on va avoir besoin d'hydrogène pour pouvoir effectuer l'opération de réduction. On va avoir besoin d'électricité, de biochar, et tout cela va nécessiter un certain nombre d'innovations que nous sommes encore en train de chercher. Je le disais en introduction, du fait de la réglementation ETS, donc Emission Trading System, qui impacte et qui pénalise financièrement toutes les tonnes de carbone qui seront émises à l'atmosphère, la transformation se fait à marche forcée et elle va devoir s'opérer en Europe sans doute autour des années 2030, avant 2030 pour une bonne partie de la production, pour être finalisée avant 2035. Après quoi, toutes les sources qui continueront à émettre seront déficitaires et ne pourront plus produire. Donc,
Où est-ce que nous cherchons de l'aide de la part de CleanTech pour nous aider à cette transformation à marche forcée? Alors, déjà, nous continuons à regarder toutes les solutions alternatives de production d'acier. Ça, c'est le chemin que nous avons choisi au-dessus, que je vous ai présenté pour les années 2030-2035 et transformer notre processus de production. Mais vous savez qu'il y a aussi vous savez peut-être qu'il y a aussi des processus, par exemple, d'électrolyse directe du métal qui sont en cours d'études, sur lesquels nous travaillons avec des sociétés. Nous venons de prendre une participation dans une société américaine, une start-up justement dans le domaine. Donc, on regarde déjà la production dans son ensemble et comment la transformer. Mais je vous parlais tout à l'heure du changement des besoins énergétiques. Donc, nous regardons aussi fortement toutes les nouvelles sources d'énergie. Nous avons là aussi investi récemment dans des startups qui travaillent dans le domaine des SMR, par exemple, des SNR, Small Nuclear Reactors. Nous travaillons avec une société qui fait du photovoltaïque à haute concentration, là aussi pour chercher plus d'efficacité. Nous travaillons fortement dans tout ce qui est le stockage d'énergie, puisque le futur risque d'être beaucoup plus intermittent que ce qu'il a été par le passé. Les énergies renouvelables ne sont pas disponibles en permanence. Or, nos processus de production sont des processus de production en continu. Donc, on va avoir besoin d'avoir un stockage de l'énergie, que ce soit l'énergie électrique ou que ce soit l'hydrogène vert qui sera produit via les électrolyseurs par l'énergie renouvelable. Et puis, un certain nombre d'autres alternatives, parce que nous avons toujours besoin de sources carbonées. L'acier, ça reste quand même du fer et avec un petit peu de carbone. Donc, nous aurons toujours besoin de quelques sources carbonées. Et c'est pour ça que là aussi, dans nos fours à arc électriques, nous allons devoir injecter, par exemple, du biochar, sur lequel nous avons des pistes, nous travaillons, mais nous en cherchons d'autres, ou remplacer, par exemple, une partie des gaz que nous utilisons pour la chauffe par du biogaz qui peut être produit à partir de résidus solides de déchetterie. Donc voilà pour la partie production en amont. Après, je reviens un instant sur le slide précédent. Vous voyez qu'en réalisant cette transformation, nous aboutissons à une émission des réductions à la source de l'ordre de 90%. Ça veut dire qu'il en reste quand même 10%. Une grande partie, nous arriverons à les capter. Donc, nous continuons à travailler fortement sur deux voies. La partie Carbon Capture and Utilization, où on transforme le CO2, là aussi, avec de l'hydrogène dans des molécules qui sont utilisées dans la chimie ou en tant que biofuel. Nous avons déjà réalisé différents investissements avec des startups ou des acteurs majeurs du type Lanzactech sur le sujet, mais continuons à étudier d'autres pistes parce que ce sont des technologies qui ne sont pas encore entièrement matures. Et puis, nous travaillons fortement aussi à la possibilité qu'offre la partie stockage du carbone, qui est peut-être plus simple a priori, mais qui nécessite des processus de filtration, de séparation beaucoup plus complexes, avec une très grande pureté. Donc là aussi, des domaines dans lesquels nous sommes disponibles pour étudier toutes les possibilités. Je ne vais pas répéter tous les éléments, vous les retrouvez, les planches seront disponibles de toute façon pour ceux qui le souhaitent. Vous retrouvez donc ici les 7 technologies principales sur lesquelles nous sommes disposés à regarder les alternatives que vous pourriez nous proposer. Comment travailler ensemble? Donc, deux voies principales. Je vais commencer par la seconde. Notre direction technique est globale pour le groupe. Donc, elle est en charge d'étudier, par exemple, toutes les techniques de capture, de stockage, du carbone, de l'énergie, etc., de les déployer sur les différents sites. Vous pouvez nous approcher via nos sites canadiens, typiquement, ou via les sites européens à travers mon intermédiaire. Mais nous avons aussi, vous le trouverez sur notre site Internet, notre X-Carb Innovation Fund. Comme l'a présenté Mathieu précédemment, nous avons aussi notre propre fonds qui dispose d'un budget assez conséquent et qui a aussi plusieurs rounds chaque année pour choisir d'investir dans des startups qui nous semblent prometteuses. Alors, les deux sont des voies qui sont parallèles puisque l'Innovation Fund est plus orienté vers des technologies prometteuses plutôt dans un futur à moyen terme, des technologies qui nécessitent encore d'être développées, pour lesquelles des sociétés dans la clean tech
ont besoin non seulement d'investissements, mais aussi de partenaires qui seraient prêts à les tester, à les déployer sur des sites. Donc ça, c'est un axe principal. Mais si ce sont des technologies déjà un peu plus matures, qui nécessitent d'être plus testées à plus grande échelle, déployées, ou qui a été utilisé dans un secteur et qui pourrait être utilisé dans le domaine de l'acier, là, vous pouvez prendre contact directement, comme je le disais, avec nos entités au Canada, à Hamilton, Contrecoeur, ou avec moi-même. Voilà pour ma présentation sur ArcelorMittal. Merci beaucoup, Stéphane. Très intéressant. Alors, la première question similaire que nous avons demandé à Mathieu, si vous avez des mesures de succès à partager pour les compagnies canadiennes, que ce soit si on regarde qui ont quelque chose peut-être un peu plus mature et qui veulent approcher ArcelorMittal pour discuter un support, ou Innovation Fund, peut-être différentes mesures de succès que vous avez à suggérer pour ces compagnies, comment approcher Arcelor? Donc, comment approcher? Je pense que je viens d'y répondre. Le succès est lié au timing. Encore une fois, pour les technologies qui sont un peu plus matures, du fait que nous ayons un plan de marche qui est vraiment à marche forcée, je le disais, d'ici 2030, nous devons avoir transformé plus de la moitié de notre production en Europe. Cela nous oblige à tester beaucoup de choses en parallèle. Pour vous donner un exemple, sur les technologies de capture du CO2, nous avons actuellement 4 démonstrateurs différents de technologies sur 4 sites. Donc, nous sommes vraiment prêts à tout étudier et à tout tester très rapidement. Et je pense que ça, le success factor, il est simple, ça marche pas. Si on est prêt à faire quelque chose avec vous, on le fera très rapidement. Le timing est un peu différent pour le X-Carb Innovation Fund, puisque, comme je le précisais, c'est plus des projets long terme qui nécessitent d'être testés, qui vont peut-être faire un retour avec notre R&D déjà dans un premier temps. Et là, comme le disait Mathieu, on mesurera au fil et à mesure du temps, des années, où en est la collaboration entre les sociétés et qu'est-ce qui est réellement déployé. Et vous avez combien de compagnies présentement dans votre Innovation Fund? On doit avoir une dizaine de compagnies à peu près, dans laquelle on a investi sur des projets un peu plus long terme. À travers le monde? À travers le monde. Évidemment, je suppose, comme Holcim, sélectif. Ce sont des technologies qui doivent apporter une contribution à nos futurs processus de production ou de décarbonation. Oui, oui. Une autre question, c'est, et je ne sais pas si vous êtes en mesure de la répondre, mais on a vu, je pense que le marché européen était très nerveux avant l'arrivée de l'hiver, l'hiver dernier. Et vos attentes comment l'Europe va être préparée pour le prochain hiver côté énergie. Est-ce que vous pensez que ça va être plus difficile l'hiver qui va venir que le dernier hiver, et aussi pour ArcelorMittal côté énergie? Si on en lit les médias spécialisés, y compris l'IAE, l'hiver sera plus dur parce qu'on est encore en grande partie dépendant, et certains pays en particulier de l'Allemagne à l'Europe de l'Est, très dépendants des sources fossiles. La question que vous posez est en fait très dépendante des pays dans lesquels on opère. En France, par exemple, cette année, il y a eu beaucoup de limitations liées à de la maintenance sur les centrales nucléaires, mais le parc énergétique est fortement nucléarisé et donc moins dépendant des énergies fossiles. Normalement, l'année prochaine, on devrait avoir moins de difficultés. L'Allemagne, par contre, risque d'être encore un point difficile, même si l'Allemagne a fortement réformé son système d'approvisionnement énergétique, avec beaucoup d'approvisionnement en gaz de pétrole liquéfié, en particulier des États-Unis et du Qatar. Le risque reste toujours là, il n'est pas exclu. L'Europe s'est diversifiée, a interrompu ses fournitures de sources fossiles, d'énergie fossile, depuis la Russie, mais évidemment, l'important sera de refaire les stocks avant l'hiver.
Pour ce qui nous concerne, on a réussi à gérer cette première crise. On arrivera à gérer la crise de l'année prochaine. On est de toute façon un gros acheteur d'énergie, de gaz en particulier, et on se couvre sur le long terme. On arrive à sécuriser nos approvisionnements indépendamment de ce que font les pays. Donc, on y travaille déjà maintenant. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions de nos participants, alors je vous invite encore d'utiliser le Q&A pour soumettre vos questions, mais je n'en vois pas d'autres présentement. Alors, Stéphane, merci beaucoup de votre présentation, très appréciée. Et maintenant, nous allons passer à notre dernier invité, Guillaume Jumel, que j'espère c'est... Ah oui, le voilà. Bonjour Guillaume. Alors Guillaume avec Energex en France. Energex, bien sûr, une compagnie québécoise dans la production électrique provenant de sources renouvelables avec des installations, bien sûr, au Québec, en Ontario, Colombie-Britannique, aux États-Unis et aussi en France. Alors, bienvenue Guillaume. Merci beaucoup d'être parmi nous. Et je vous passe la parole sur une présentation de la compagnie et qu'est-ce que vous voyez comme opportunité. Oui, très bien. Vous m'entendez bien? Très bien. Très bien, parfait. Oui, je me permets de peut-être passer quelques minutes à la présentation d'Energex, qu'on est quand même moins connu que Arcelor et Holcim. Donc voilà, Energex, une compagnie d'origine québécoise fondée en 1990. Et comme vous l'avez justement rappelé, nous, notre métier, c'est la production électrique à partir d'énergies renouvelables, donc hydro, éolien, solaire, et auquel on adjoint maintenant une activité de stockage. Et également aussi une petite activité naissante de production d'hydrogène, donc sur nos 4 marchés qui sont le Canada, les États-Unis, la France et le Chili, avec un modèle d'affaires centré évidemment sur les aspects financiers, mais pas que. Voilà, les 3 P, c'est voilà, pour nous, c'est les personnes, la planète et la prospérité. C'est vraiment au cœur de notre business model. On a à cœur de respecter les grands équilibres. Voilà, on sait que les projets d'énergie renouvelable, ça pose toujours voilà, un petit changement dans les milieux auxquels on intervient. Donc, voilà, on a à cœur de respecter cet équilibre en premier lieu. Rapidement, voilà notre présence, hein, comme je disais, sur les 4 marchés. Canada, France, États-Unis, Chili. Ça représente 85 depuis pas longtemps installations centrales et insulées de production. En France, qui est le marché dans lequel je m'occupe, voilà, c'est 16 parcs éoliens en opération, plusieurs en développement et aussi également depuis pas très longtemps un des premiers projets de stockage d'électricité qui aide à justement stabiliser le réseau et qu'on a mis en service en 2022. C'est un des premiers projets de stockage de taille industrielle, on va dire. Voilà. Donc, voilà pour la présentation d'Energex. Alors, on a une partie de la solution du problème d'Arcelor, hein, quelque part, en produisant de l'électricité verte, décarbonée. Mais on a nous-mêmes nos propres défis que j'ai listés là. Donc, je me suis concentré sur le marché français. Nos propres défis technologiques. Alors, il y a des défis qui sont mondiaux, hein, le stockage, par exemple. Nous, on est un des pionniers, justement, dans le déploiement d'unités de stockage de taille industrielle qui viennent en soutien du réseau, justement, pour stabiliser ce réseau, alors que ce soit à l'échelle de la seconde, parce que le réseau électrique doit être équilibré en temps réel, ou sur du décalage de pointe, justement, pour pallier l'intermittence de sources renouvelables, notamment. Le stockage, c'est évidemment les batteries. Et là, on reste à l'affût de toutes les nouvelles technologies qui peuvent naître voilà, sur du stockage batterie ou autre. Donc ça, c'est, on va dire, la veille technologique. Et voilà, on est toujours intéressé à discuter avec des startups voilà, qui développent des nouvelles technologies, ou alors tout simplement dans la gestion intelligente justement de ce stockage. Il y a des progrès à faire justement pour intégrer
ces unités de stockage avec des unités de production intermittentes pour essayer d'équilibrer un maximum la production. Parce que beaucoup de nos clients, on vend à des industriels aussi, alors on ne vend pas à Arcelor, mais on vend à d'autres clients industriels. Effectivement, beaucoup ont des besoins stables, et qu'il faut essayer de rencontrer avec une production qui est, elle, par nature intermittente. Le stockage, évidemment, quand on parle de stockage, on pense beaucoup à batterie. Il y a, c'est pas encore très clair, mais il pourrait y avoir aussi un renouveau en France, de ce qu'on appelle les STEP, ou en anglais les pump storage. Donc, grosso modo, c'est du stockage d'électricité, du stockage d'électricité via de l'eau. Grosso modo, vous avez 2 lacs de réserves d'eau, une en haut, une en bas, et pour stocker l'électricité, vous mettez votre turbine en mode pompe pour monter l'eau dans le réservoir du haut, et puis quand vous avez besoin de récupérer cette électricité, vous faites descendre l'eau par gravité. C'est des systèmes qui ne sont pas nouveaux, ça fait plusieurs dizaines d'années que ça existe. Ils ont été un petit peu abandonnés. On sent en France qu'il y a peut-être une volonté de faire renaître un peu cette industrie. Donc voilà, on est à l'affût aussi des innovations technologiques dans ce domaine-là. Donc ça, c'est des innovations, on va dire, qui sont valables mondialement. En France, la réglementation, elle est très complexe dans l'éolien et le solaire, et ça crée des besoins d'innovation qui sont peut-être un peu plus particuliers. Sur l'éolien, en premier lieu, c'est vrai que comparé au Canada, la France est un pays beaucoup plus densément peuplé, et que la cohabitation entre l'éolien terrestre et les habitations est de plus en plus, on va dire, difficile. Évidemment, l'industrie a équipé les zones les plus loin en premier. Maintenant, il ne reste que des zones proches des habitations, avec une réglementation qui en France est très compliquée. Je ne la détaillerai pas sur l'émergence acoustique. L'émergence, c'est la quantité de bruit, si vous voulez, en plus qu'on est autorisé à produire par rapport au milieu ambiant. Et donc, nous, évidemment, pour gagner un petit peu en espace, on est à l'affût de tout ce qui est toute technologie qui pourrait réduire justement l'empreinte acoustique des éoliennes. Il y a quelques innovations déjà qui sont nées, mais c'est vraiment un sujet important pour nous. Ça nous permettrait de se rapprocher un peu plus, on va dire, des habitations, tout en respectant la réglementation. Donc, c'est toujours bien. À l'heure actuelle, dans certains moments, par exemple, on est obligé de brider nos éoliennes, soit de ne pas les mettre à pleine capacité, soit carrément de les arrêter, parce qu'on doit respecter une certaine norme d'émergence acoustique. Et voilà, quand le vent, des fois, vient d'une certaine direction, une habitation peut être au-dessus des seuils, et du coup, on essaie de monitorer ça, et du coup, ça nous oblige à arrêter l'éolienne, donc une perte de production. Donc, si on peut faire des progrès là-dedans, ça pourrait directement augmenter l'efficacité de nos éoliennes. Le deuxième sujet dans l'éolien, qui est aussi très spécifique à la France, c'est tout ce qui est protection de l'avifaune et des chauves-souris. Encore une fois, l'usage du territoire devient de plus en plus conflictuel, quelque part, avec des différents objectifs de production d'électricité décarbonée, mais aussi la protection de la nature et de l'environnement. Il faut trouver un moyen, il faut trouver des moyens efficaces, et pour l'instant, on n'en a pas, on en a certains, mais ce n'est pas une efficacité à 100%, évidemment, de réduire l'impact des éoliennes sur la mortalité des oiseaux, notamment. Donc voilà, je sais qu'il y a plusieurs technologies qui sont en cours de développement, qui marchent, mais toutes ces innovations-là, elles sont les bienvenues, parce qu'encore une fois, dans certaines conditions, nous sommes obligés d'arrêter les éoliennes lors des périodes de migration de certains oiseaux, par exemple, ou pour les chauves-souris, au moment du coucher du soleil ou du lever de soleil, qui sont les périodes d'activité des chauves-souris. Donc encore une fois, ça se transmet, ça pourrait se traduire en efficacité directe plus importante pour nos éoliennes. Sur le solaire, en dernier lieu, la tendance là-dedans, c'est plutôt le nearshoring. Le gouvernement français
veut faire émerger de plus en plus des technologies françaises. Donc, voilà, que ce soit sur les panneaux ou les onduleurs. Hein. Donc, voilà, tout ce qui est initiative sur la production locale, alors française en premier lieu, mais européenne en deuxième lieu. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on reste à l'écoute, à l'affût. Pour nos activités parce que on sent que le gouvernement français veut favoriser ça. Il y aura peut-être des règles dans les futurs appels d'offres qui nous obligeront à utiliser des panneaux ou des composants, en tout cas de fabrication européenne ou française. Donc, voilà, c'est la tendance que nous on voit. À ça, je rajouterais peut-être un quatrième domaine que je n'ai pas mis sur ma slide, mais c'est tout ce qui est les raccordements intelligents. Encore une fois, c'est une des grosses contraintes de la France, c'est la capacité de raccordement. Et donc, voilà, trouver des solutions de raccordement intelligents qui permettent de mutualiser des raccordements entre différentes technologies pour ne pas construire un double raccordement alors qui serait utilisé que 30% du temps à pleine capacité. Voilà, tout ce qui est raccordement, c'est des thématiques qui nous intéressent aussi. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Merci Guillaume, très intéressant. Nous avons une question, la première question technique, j'espère que vous pouvez la répondre. La question est, quelle est l'efficacité en termes de pourcentage des systèmes de stockage actuels? En termes de stockage, on va dire batterie lithium-ion, on est autour de 85%. 85% de l'électricité est disponible à nouveau en sortie de batterie. Donc, c'est plutôt efficace. Hein. On est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur sur le pump storage, le STEP. Voilà. Ensuite, d'après vous, si vous serez en mesure de partager encore, quelles sont de bonnes pratiques que vous suggérez pour nos compagnies canadiennes qui veulent entrer le marché européen? Vous-même, Energex, c'est une compagnie québécoise qui a du succès en France. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait partager avec nos autres participants que vous avez appris? Écoutez, la réglementation française est très compliquée, très, très compliquée. Il ne faut pas perdre patience. C'est long, tout est long en France, ça c'est certain. Moi-même, j'ai travaillé, avant de revenir en France, j'ai travaillé 12 ans au Québec, donc je peux mesurer la différence. Il ne faut pas perdre patience, il faut s'entourer. Je sais que les services de la délégation générale du Québec à Paris ou de l'ambassade du Canada sont assez proactifs, nous ont aidés beaucoup. Voilà, ça nous a implantés. Nous, on est à Lyon, mais aussi on a des bureaux à Limoges, à Châlons-en-Champagne. On est très actifs sur le territoire. Voilà, donc, pas hésiter à contacter ces gens-là qui, s'ils n'ont pas la réponse, ont beaucoup de relais au sein des administrations françaises. Voilà, et pour progresser à marche rapide, on va dire, c'est essentiel. Encore une fois, l'aspect réglementaire, en tout cas dans notre industrie, hein, il est très, très compliqué. Juste pour vous donner une idée, hein, développer un parc éolien, en moyenne, ça prend 7 ans en France. 7 ans pour obtenir les autorisations. Et est-ce que vous voyez une accélération dans… On voit une accélération de la réglementation, ouais. mais pas des projets, non. Je suis assez partagé personnellement à savoir si le récent projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables est vraiment un projet de loi d'accélération. Tant il remet une couche de réglementation là où en réalité il aurait fallu en enlever. On jugera sur pièce évidemment, mais je ne suis pas sûr que les effets soient visibles à l'œil nu. Et puis, après la France, quel autre marché européen vous intéresse? Pour l'instant, vraiment, on se concentre sur la France. On a encore beaucoup de choses à faire. On est vraiment dans… ça fait 6 ans maintenant qu'on s'est implanté en France. Je pense qu'on maîtrise notre environnement. On maîtrise notre environnement. Donc, vraiment, ce qu'on veut, c'est tirer le maximum de ce marché-là. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans le solaire.
dans le stockage notamment. On est, comme je le disais tout à l'heure, Innergex essaie vraiment d'être en pointe dans ce domaine-là, voilà, que ce soit par batterie ou pump storage. Donc nous, voilà, si un jour on a un autre marché à regarder, voilà, probablement les pays nordiques, parce que bon, nous, on s'estime assez experts dans la gestion, on va dire, des éoliennes par climat froid. Et donc, c'est une expertise qu'on pourrait, je pense, bien valoriser dans les pays nordiques. Mais encore une fois, la décision, elle n'est pas faite. Donc, voilà, pour l'instant, on se concentre sur la France. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume, de votre présentation et de votre temps aujourd'hui. Je vais maintenant passer la parole à Maïka qui va nous expliquer comment est-ce que nos participants peuvent s'engager avec nos invités. Oui, merci beaucoup, Stéphane. Voilà, donc après cet atelier, on va vous envoyer un formulaire à remplir. Si vous pensez avoir une solution aux besoins, aux enjeux présentés aujourd'hui, et on va ensuite rendre ce formulaire disponible aux adopteurs dont vous avez entendu aujourd'hui. Et peut-être en conclusion, j'aimerais également vous inviter à vous abonner à notre infolettre, l'infolettre de l'Alliance Canada Cleantech, et peut-être nous suivre dans les réseaux sociaux. On est très actifs, notamment en ce qui concerne l'éducation du gouvernement fédéral. On fournit des informations par rapport aux besoins du secteur des technologies propres, en ce qui concerne la politique d'impôt et en fait tout ce qui concerne l'accès au capital. Voilà un peu de promo de ma part. Et je pense maintenant, je vais repasser la parole à Steph. C'est bien ça. Merci, Maïka. Alors, je pense ou j'espère certainement que vous avez appris beaucoup aujourd'hui. Mais avant de finir notre atelier aujourd'hui, j'aimerais passer la parole brièvement aussi à Charlotte de dire quelques mots de conclusion et aussi peut-être de partager quelques mesures de succès, de suggestions pour des compagnies canadiennes qui regardent l'Europe. Oui, merci Stéphane. Et je crois qu'on en a déjà entendu plusieurs durant les présentations précédentes. Mais si je dois en énumérer quelques-unes, je crois que c'est important de bien s'entourer, donc d'avoir les partenaires, de travailler avec les partenaires qui sont présents dans le réseau justement pour les entreprises canadiennes, que ce soit la Canada Cleantech Alliance, EDC ou le service des délégués commerciaux, Ecotech Québec également. Il ne faut pas hésiter à rentrer en contact avec ces organisations-là pour pouvoir avoir justement des contacts ou des conseils sur comment rentrer sur le marché. Le marché européen est un marché assez compétitif, donc il faut aussi pouvoir faire en sorte d'avoir les ressources de répondre à cette demande-là et d'être sûr de pouvoir s'engager dans ce marché-là quand il y a la demande arrive. Et puis, je rajouterais peut-être aussi les possibilités de financement. EDC est un des partenaires. Il y a aussi le programme CanExport qui vous aide justement à passer du temps dans le marché, à comprendre le marché européen. Il ne faut pas oublier que le marché européen, c'est un marché qui est en fait composé de 27 États membres. Chaque État membre est un marché différent. On a parlé de la législation française. En Belgique, c'est encore différent. Donc, c'est important aussi de considérer chaque État membre comme un marché séparément. Et donc, CanExport peut vous aider à faire ça, à passer du temps sur le marché. Et localement au Canada, les bureaux régionaux, provinciaux sont aussi disponibles pour justement vous donner ces informations-là sur comment avoir accès à CanExport ou d'autres supports de développement à l'international, que ce soit pour l'Europe ou d'autres marchés. Merci, Charlotte. Peut-être encore deux autres points de ma part. Je pense que vous avez entendu aussi aujourd'hui que pour engager avec des compagnies européennes ou des compagnies qui sont actives en Europe, ce n'est pas toujours nécessaire de prendre le premier pas en Europe, mais le premier pas peut commencer au Canada, que ce soit avec Arcelor, que ce soit avec Holcim, que ce soit avec Innergex.
ils ont une présence au Canada, alors de commencer une relation au Canada pour ensuite grandir la relation en Europe et peut-être le reste du monde. C'est peut-être plus simple de commencer même la relation au Canada. Alors, ne pensez pas qu'il faut toujours commencer tout de suite avec une présence en Europe. Mais du moins, c'est quand même important d'investir aussi dans le marché quand le temps est prêt et d'avoir une présence en Europe, pour bâtir les relations, les partenariats pour succéder. Alors, ça serait d'autres points. Peut-être un autre point aussi, quelque chose qu'on a vu depuis la COVID, c'est que beaucoup des associations en Europe ont une présence virtuelle. Beaucoup de leurs événements auparavant étaient en personne, mais qu'est-ce qu'on a vu avec la COVID? C'est bien sûr une transition virtuelle. Et maintenant, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour des compagnies canadiennes de participer virtuellement dans les associations européennes. Alors, et même ici, on voit que certaines associations organisent leurs événements fin d'après-midi en Europe pour que les compagnies en Amérique du Nord peuvent participer également. Alors, je vous invite aussi à voir comment vous pouvez participer virtuellement dans beaucoup d'événements que la COVID a rendu possible. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie Canadian Clean Tech Alliance et Ecotech pour cet atelier virtuel. Je vous invite, bien sûr, de continuer de participer à des événements qui viennent et je vous souhaite une bonne chance et beaucoup de succès avec vos aventures en Europe. Merci beaucoup et bonne fin de journée.